Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc, encore une fois aujourd'hui, mais de manière très spécifique, donc en présence de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et on vous fait, là, vous allez être bien contents là, pour nos auditeurs qui nous écoutent depuis les tout débuts. Là, on vous fait un épisode dans le format classique, c'est-à-dire qu'on vous fait un au son de la cloche et un dans vos poches pour la première fois depuis quand même quelques temps. D'ailleurs, Thomas d'ailleurs n'est pas avec nous aujourd'hui. Il va pouvoir, comme toujours, là, se représenter dans des futurs épisodes. Mais on vous fait ça vraiment comme si on était de retour au jour 1 du podcast L'État financier. Donc, avant d'entamer tout ça, effectivement, là, faisons un petit disclaimer là, à la Gabrielle, comme toujours, là, pour amorcer l'épisode. Oui, bah, oubliez pas évidemment que tout ce qu'on parle dans l'état financier, donc c'est notre opinion du reflet, en tout cas de notre opinion personnelle. Et il ne s'agit pas d'une recommandation évidemment de placement. On vous invite toujours à prendre contact ou à consulter un expert si vous avez des questions en lien avec votre profil financier personnel. Voilà. Excellent. Donc, partons sans force avec notre premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, comme on vous disait, là, un retour aux sources. Là, on vous fait également ce qui était nos meilleurs épisodes, je crois, là, au début du podcast. Là, on vous fait un peu un épisode en mode scandale pour le au son de la cloche. Encore une fois, scandale qui est encore en cours, vous allez le voir. Là, on veut vous parler un peu de Huawei, qu'on a abordé très brièvement là, dans notre épisode sur les fameux BATX, les dragons chinois. Mais on ne veut pas vous parler tant que ça de qu'est-ce que fait Huawei et cette compagnie en tant que telle-là, mais plus du scandale lié à la 5G qui a vraiment fait plusieurs, là, un tollé épouvantable, autant en Europe qu'en Amérique du Nord au niveau des États-Unis et du Canada, et qui a eu quand même quelques conclusions quand même assez intéressantes ou quelques nouvelles assez intéressantes dans la dernière semaine, particulièrement là, au Canada. Je vais faire un point là, dans les prochaines minutes sur une compagnie là, qui a quand même marqué beaucoup le Canada en tant que tel là, pour bien des histoires, mais qui a eu une sortie publique cette semaine assez notoire et qui était directement reliée avec Huawei et avec également là, une certaine tendance chinoise là, liée à la propriété intellectuelle. Mais bon, ça, on va en revenir. Je sais que Gab aussi est avec quelques points à faire, je crois, sur la situation au niveau de l'autre côté de l'Atlantique, là, en Europe. Je ne sais pas si Gab, tu veux peut-être entamer là, en tant que tel avec un premier point. Je peux faire un petit point, là, comme vous le savez très bien, là, avec l'arrivée et en fait l'évolution au-delà de la 4G, là, le fait qu'on passe maintenant vers la 5G, ça impliquait beaucoup de développement en infrastructure, comme vous pouvez le savoir. Plusieurs grandes compagnies de télécom à travers le monde ont voulu, si on peut dire, devenir un peu chef de file pour, encore une fois, là, pouvoir installer leurs services et vraiment mettre en place leur réseau dans plusieurs pays. Encore une fois, c'est tout à fait logique. Là. Ça fait bien des années que les Huawei, les Ericsson de ce monde là, sont en train de développer leur technologie. Ce qui était très intéressant et c'est vraiment la base du scandale, c'est-à-dire, oui, il y avait cette course-là vers le développement d'infrastructures 5G qui était en cours depuis bien des années, mais surtout le fait que Huawei développait cette expertise-là amenait aussi un gros risque par rapport à ce que la Chine fait fréquemment, c'est-à-dire le risque d'espionnage industriel, le risque d'espionnage par rapport à la propriété ou à toute information là, pertinente, surtout pour la sécurité nationale. Donc, c'est vraiment la base du problème et du sujet qu'on veut vous faire aujourd'hui, c'est de dire Huawei a été très fort pour développer quelque chose de solide, mais qui amène quand même beaucoup de doutes pour les pays occidentaux. Oui, bah c'est ça, tu l'as bien dit, bien résumé, JP. Euh, c'est sûr que la compagnie Huawei, aujourd'hui, on la connaît comme évidemment une marque de téléphone importante. Enfin, ils font énormément de produits, etc., d'objets connectés partout dans le monde, hein. Tu sais, c'est un des grands, comment dire, producteurs, en fait, évidemment, de produits électroniques en Chine et c'est le numéro un. Tu sais, ils ont été connus, ils se sont développés au même titre pour parler plus de leurs compétiteurs puis des autres. Leurs collaborateurs, on va dire ça comme ça, qui sont ZTE, par exemple, en Chine, qui est assez important. Il y a aussi évidemment Xiaomi, dont on avait déjà parlé, vous vous souvenez, dans l'épisode sur les BATX, hein. Je vous invite et là, on va faire la petite pub, j'invite à le réécouter. Je trouve qu'il était plutôt bon, honnêtement. Mhm. Et Huawei, si tu veux, et c'est ça qui est impressionnant, et c'est pour ça qu'ils ont été pas mal intégrés, en fait, depuis l'arrivée, évidemment, de Donald Trump à la Maison-Blanche et jusqu'à son départ, même si l'administration Biden, encore une fois, continue pas mal cette relation, comment dire, un peu chaud-froid avec la Chine de Xi Jinping. Euh, Huawei a beaucoup investi, si tu veux, dans cette fameuse technologie 5G. Alors, pour nos auditeurs, je pense qu'on leur apprend rien. La 5G, c'est la cinquième génération, évidemment, des réseaux de télécommunications. Elle fait Quand même bien partie. pensé comme surnom. Oui, tout à fait. C'est une évolution, comment dire, qui est assez majeure par rapport à la 4G. Oui, alors tu vas me dire, oui, c'est juste une génération de plus. Pas tout à fait.
la 4G quand même reposait évidemment sur le standard de base qui s'appelait le GSM, qui était le standard qui était utilisé effectivement depuis une belle lurette effectivement dans toutes les télécommunications, même si bon, il y avait d'autres protocoles qui étaient utilisés, par exemple le CDMA, pas mal aux États-Unis. Euh, Si tu veux, le GSM est venu effectivement pas mal se développer avec l'apparition de la fameuse 4G. Déjà, on commençait, si tu veux, à avoir des objets beaucoup plus connectés et des objets qui avaient besoin, évidemment, d'un flux électronique de données beaucoup plus important. On parle notamment, évidemment, avec l'arrivée des smartphones qu'on connaît aujourd'hui, le fait de pouvoir mettre aujourd'hui en quelques secondes une photo sur Instagram. Tout ça n'aurait pas été possible sans, effectivement, la 4G. La 3G étant, encore une fois, beaucoup trop lente, effectivement, et n'avait pas été conçue, si tu veux, pour l'utilisation qu'on fait aujourd'hui de l'Internet. Donc, la 5G vise évidemment à aller beaucoup plus loin, effectivement, que la 4G. Elle vise, si tu veux, à démocratiser, en fait, un monde sans câble. C'est un monde où les Mhm. objets sont capables de se connecter entre eux. On parle pas beaucoup de Internet of Things de nos jours, ou d'intelligence des données, évidemment, avec cette espèce de communication entre appareils. L'apparition, évidemment, d'outils qui vont permettre de la géolocalisation. Donc, ça a énormément d'impact, la 5G. Ça a des utilisations qui sont au-delà, si tu veux, du grand public. Ça peut servir évidemment pour connecter même un ordinateur fixe ou portable sans avoir à passer par un protocole Wi-Fi. Donc, on est vraiment dans un tout autre, effectivement, une toute autre échelle, si tu veux, en termes de communication. Et évidemment, ça a un impact aussi militaire, aussi stratégique, en termes évidemment de commercial, évidemment, parce que la production de ces puces, évidemment, 5G est un enjeu, si tu veux, de puissance, un enjeu de conflictualité. Donc, c'est sûr que c'est ça qui rend cet épisode particulièrement passionnant. Et l'épisode qu'on a vécu, je pense, avec l'arrestation en fait de la CFO, donc Mhm. la directrice financière de Huawei, a un peu mis en exsangue en fait cette situation problématique, quoi. Exactement. Puis, tu sais, on a parlé beaucoup de Huawei, puis on va continuer justement à montrer pourquoi est-ce qu'il y a eu quand même quelques problématiques dans le développement de la technologie 5G par Huawei. Mais c'est sûr qu'on ne va pas parler aujourd'hui là, de tout le débat sur, encore une fois, les complotistes là, tu sais, qui mettent le feu autour 5G à travers le monde là, en disant que c'est une forme de rendre tout individu robot, là. Je veux dire, on sait très bien que le monde est un monde de plus en plus interconnecté, là. On peut dire nos vraies affaires, là, mais avec un téléphone intelligent, on peut littéralement contrôler tout ce qui se passe, par exemple, dans notre maison et avec notre véhicule presque à distance. Donc, c'est effectivement là vers où on s'en va. Est-ce qu'on peut parler qu'on est des robots? Moi, je dirais que pas, là. Mais on va laisser de côté les complotistes là, qui, encore une fois, amènent quand même des points qui sont intéressants, mais qui sont quand même un peu curieux et qui amènent aussi des actes là, un peu Bah, de qui sont vandalisme pas, majeur. Ils sont pas, disons qu'ils sont pas dans le contexte qu'on souhaite nous exposer aujourd'hui. Le but, Exact. c'est de comprendre que c'est une technologie qui importe évidemment des avantages, évidemment des inconvénients. La question de la vie privée, puis de la question, tu sais, évidemment euh, et ça c'est quelque chose qui est pas mal critiqué, je dois t'avouer, dans pas mal de pays. La question des ondes électromagnétiques, tu sais, c'est un sujet qui est parfois très controversé. Euh, pour des raisons souvent un peu obscures. On ne va pas se cacher là-dessus. Alors non, l'axe qu'on va développer aujourd'hui est plus d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, et puis d'un point de vue évidemment géostratégique pour le coup, là. Exact. Donc, effectivement, là, le premier point moi, que je voulais apporter, en fait, c'est effectivement là, la transition au niveau de la manière dont Huawei, encore une fois, tu sais, Huawei, on le dit souvent, là, c'est une compagnie qui a fait sa marque, a fait son nom, mais au niveau de l'international, ça fait quand même, tu sais, ça fait moins de 10 ans de mon avis que Huawei peut être vraiment considéré comme étant un joueur qui peut être marquant à l'extérieur de la Chine et à l'extérieur de l'Asie plus précisément également. Ce qui est vraiment curieux avec ça, c'est justement de dire la rapidité à laquelle cette compagnie-là était en mesure de rattraper des grandes compagnies de télécom, comme je renomme Ericsson, mais c'est un bon exemple parce qu'ils sont présents depuis bien des années. Encore une fois, avec les qualités et les défauts qu'on connaît à cette compagnie-là. Mais bref, ça pour dire que Huawei est arrivé avec une technologie qui était quand même efficace, mais de manière assez soudaine pour, encore une fois, de la recherche et du développement et tout qui ne pouvait vraiment uniquement venir de la compagnie Huawei elle-même. Donc, le premier grand défaut, le premier problème, si on peut dire, que je voulais soulever aujourd'hui sur Huawei, c'est justement le fait de dire ben, c'est un peu la représentation exacte de tout le débat sur
la Chine a mis en place plusieurs campagnes d'espionnage et plusieurs piratages informatiques et n'ont pas vraiment de protection pas des renseignements, là, mais des informations qui sont brevetées, par exemple, par d'autres compagnies. Et la représentation et l'illustration de ça, parce qu'encore une fois, on en parle souvent comme étant, c'est clairement, Huawei a clairement volé du secret industriel de d'autres compagnies, etc. Il y avait peu de preuves. Le point que je voulais soulever, c'est justement, et c'est très, très canadien, là, encore une fois, là, certains auditeurs français ont peut-être entendu parler peut-être de Nortel à l'époque, là, qui est en 2009 une compagnie de télécom assez majeure au Canada. La compagnie est tombée là, en 2009 sous un chapeau là, de fraude financière absolue, là, avec les dirigeants qui se sont mis plein les poches et qui, au-delà de ça, avec la crise de 2009, a fait faire faillite à cette compagnie-là. Plusieurs actifs ont été perdus par la population générale. C'était une compagnie vraiment un petit fleuron canadien, si on peut dire. Là. Il y avait beaucoup d'investissements. Et c'est sorti cette semaine qu'au final, la vraie raison pour laquelle la compagnie a commencé à aller mal. En fait, la raison pour laquelle les chiffres ont commencé à moins bien performer, c'est le fait que cette compagnie-là a été soumise à un piratage informatique par la Chine, par des Chinois, qui étaient mandatés par la compagnie Huawei à l'époque. C'est-à-dire qu'au tout début des années 2010, c'est maintenant public qu'on sait que Nortel est tombé. Donc, grande tristesse effectivement pour la chute de Nortel, mais c'est une preuve existante et maintenant factuelle du fait que Huawei a eu, encore une fois, sur une petite compagnie comme Nortel au Canada, on s'entend de qu'est-ce que ça a pu être sur plusieurs autres compagnies à travers le monde pour que l'agglomération du secret industriel de différentes compagnies sur la 5G ait pu permettre à Huawei justement de développer leur technologie et d'être encore une fois concurrent parce que, en faisant ça et en volant un peu le secret industriel de cette manière-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de payer pour de la recherche et développement, etc. Le coût de leur technologie est en deçà du coût de certains autres grands compétiteurs pour une technologie qui est à peu près identique par les faits, encore une fois, des piratages. Donc, le premier point problématique du scandale, la 5G et de Huawei, le plus précisément, c'est le fait de dire ben, leur technologie est très bonne, leur coût est très compétitif, mais ça vient vraisemblablement, et selon, encore une fois, c'est très allegedly, là, mais il y a des preuves qui se développent, et cette semaine, ça en était une, qu'il y a eu effectivement du vol de données, du vol d'informations confidentielles sur le développement de compétiteurs à travers le monde, dont un compétiteur canadien qui était vraiment renommé et qui, malheureusement, encore une fois, a fait faillite, n'existe plus de nos jours. Et ce qui est terrible, c'est que pour de l'autre côté de l'Atlantique, pour nos auditeurs qui nous écoutent de France ou d'Europe, euh, le continent européen fut un temps, en fait, était pas mal en avance sur ces technologies de réseau, etc. Tu as nommé Ericsson, c'est un très bon point. Donc, évidemment, suédois. Côté finlandais, évidemment, il y a Nokia. Puis français, nous, on avait Alcatel à l'époque, qui était un peu notre fleuron national au niveau des technologies de l'information, qui malheureusement, bon, bah, comme toutes les compagnies que tu as citées, mon cher JP, aujourd'hui, n'existent plus vraiment. Nortel, bon, alors c'est un peu le Enron canadien, hein, Mm-hmm. c'est un peu, ça a complètement foiré. Nokia a mal intégré évidemment le virage du smartphone, mais ça c'est d'autres problèmes qui font que malheureusement le continent américain et le continent européen aujourd'hui sont complètement en retard sur ces technologies-là. Et ça pose effectivement beaucoup de questions effectivement au niveau de peut-être même de l'approvisionnement, de se dire on est dépendant des Chinois sur cette technologie 5G. Euh, Après, il faut se rendre compte aussi que tu as parlé effectivement en fait, du vol industriel, hein, c'est parce que c'est du vol de secret industriel. C'est pas quelque chose qui est anormal, si tu veux, dans un pays communiste, en fait. Hein. Faut se rappeler qu'à l'époque soviétique, donc avant la fin de la guerre froide, donc en 1991, les soviétiques avaient volé de nombreux secrets industriels aux Européens. Je pense par exemple aux technologies de la bombe nucléaire, hein, c'est le plus simple. Hein. Les technologies évidemment du nucléaire civil aussi, évidemment de l'exploration spatiale et le plus connu, souvent on le cite en tant qu'exemple, c'est le Concorde. Tu as pu te souvenir Mm-hmm. qu'il y a eu un Concorde russe qui s'appelait le Tupolev. Moi, c'est mon autre. Si vous ne le saviez pas, je pense que j'en ai jamais parlé avant dans d'autres épisodes, mais petit gamin, j'étais passionné par l'aviation. Et tu vois, j'ai toujours su que, si tu veux, que les Russes avaient eu leur Concorde russe qui s'appelle le Tupolev Tu-144, qui s'est crashé d'ailleurs lamentablement au Bourget à l'époque, ce qui avait fait évidemment une grosse boule de feu. Et évidemment, ça n'a pas très bien fini, du coup, la vie de cet avion-là. Et donc, c'est pas quelque chose qui est
anodin, c'est anecdotique, pardon, dans les pays communistes. Ça fait partie, si tu veux, évidemment, des fois de la stratégie. Il faut aussi se rappeler que, si tu veux, que Huawei a quand même des liens assez obscurs aussi avec le Parti communiste Oui, chinois. absolument. Leur président, directeur général, tu sais, et avant de commencer le tournage, tu sais, j'avais un peu lu sur Monsieur Zheng Fei, qui est le CEO de Huawei, qui est depuis les années 80. Et ce dernier, je te cite, j'avais gardé dans les notes parce que je trouvais ça assez intéressant. Il est déjà membre du Parti communiste chinois depuis toujours et comment dire, et quand même ses liens sont comment dire assez obscurs. Il avait dit en 2018 devant comment dire devant beaucoup de critiques qui avaient été nommées évidemment plus par les pays de l'OTAN, donc les pays évidemment occidentaux. Euh, Zheng Fei avait dit: j'aime mon pays, je soutiens le Parti communiste, je ne ferai jamais rien pour nuire au monde. Bon, quand même, on a quand même des preuves assez élevées, si tu veux, que Huawei collabore avec l'administration Xi Jinping, évidemment, sur ce partage d'informations. Les questions qui vont se poser, bien sûr, et tu l'as dit, c'est que non seulement évidemment un problème de dépendance économique avec la Chine, mais aussi un problème d'espionnage aussi à grande échelle. C'est plutôt ça qui est pas mal retenu. Et aussi au niveau militaire, c'est sûr que c'est la présence d'antennes, si tu veux, chinoises en plein continent américain, dans des zones où l'OTAN, comment dire, est censé contrôler l'information, peut être problématique en termes évidemment de secret militaire. Donc, c'est toutes des Ouais. questions évidemment qui vont se poser évidemment avec cette entrée fracassante de Huawei. Et depuis 2018, c'est vrai qu'on voit évidemment énormément, si tu veux, de réactions de la part des administrations politiques et des décideurs, justement, pour mettre un frein à cette influence de Huawei partout dans le monde, là. Exactement. Puis, tu sais, un des points, je crois que, tu sais, on parle souvent, là, encore une fois, sous l'axe là, de tu sais, la problématique liée à cette ascension de Huawei dans le marché de la 5G. Je crois qu'il y a aussi un côté qui est quand même important de noter, c'est qu'au niveau, du moins, tu sais, du public en général, on n'est pas au courant réellement des faits sur le risque d'espionnage qui existe forcément au fait d'avoir de la 5G de Huawei sur le territoire canadien, sur le territoire français, sur le territoire américains, même les Australiens ont été très virulents face à cette technologie-là. On n'a pas encore de preuves qui sont publiques. Encore une fois, tu l'as dit, ça peut être secret militaire, etc. Ça se peut qu'ils gardent pour eux. Par contre, l'enjeu, c'est de dire, plusieurs vont dire, c'est un peu une forme de peut-être une propagande un peu anti-Chine pour permettre justement, comme tu l'as dit, aux compagnies européennes, aux compagnies américaines qui ont un retard présentement par rapport à Huawei, d'aller acheter du temps pour justement que les AT&T de ce monde, par exemple, soient capables d'aller justement développer leur technologie et puissent aller chercher le marché local, par exemple, américain. Donc, c'est un peu de dire, est-ce que les États-Unis font mauvaise presse un peu de Huawei et de la 5G en faisant miroiter, encore une fois, du risque de vol d'informations ou du risque d'espionnage, etc., autant de la population que des commerces que du côté militaire? Ou est-ce que c'est plus de dire, ben, c'est pas réellement vrai, c'est plus pour acheter du temps, permettre encore une fois à éviter que une autre compagnie chinoise puisse aller récupérer des parts de marché épouvantables. Donc, il y a ce côté-là aussi. Comme je dis, c'est faire un peu l'avocat du diable, c'est de dire oui, on en parle souvent de manière négative, mais il y a tout ce côté-là qui est quand même à considérer. Qu'est-ce qu'il y en est réellement? Est-ce qu'on en saura un jour publiquement? Peut-être pas, là, on s'entend, là, tout ce qui parle de problèmes de sécurité de l'information, de sécurité nationale, c'est plutôt rare que le grand public est mis au courant, là. Mais il y a ce doute-là quand même raisonnable de dire est-ce que c'est pas simplement un aspect concurrentiel? Est-ce que c'est pas simplement justement là, les gouvernements nationaux là, qui essaient de donner des chances à leurs compagnies privées pour qu'elles puissent développer leur propre technologie au même titre et sur une base encore une fois concurrentielle par rapport à Huawei? Donc, je ne sais pas si c'était un point que tu voulais rajouter avant de clore ce segment-là au niveau de Huawei, là, du scandale. Oui, bah c'est sûr qu'évidemment, l'arrestation, évidemment, on l'a survolé, l'arrestation, évidemment, de la directrice financière de Huawei aussi a mis quand même pas mal de l'eau dans le vin. En plus, cette fameuse guerre commerciale qu'on a connue entre 2018 et 2020, en fait, la pandémie a quand même pas mal mis en pause cet épisode-là. Même si depuis l'arrivée, en fait, encore une fois, depuis tout tout le mandat de Trump a été vraiment concentré sur cette fameuse guerre commerciale. C'est sûr qu'il y a eu pas mal de conséquences. Côté chinois, c'est sûr qu'il y a eu énormément de sanctions, évidemment, et de l'imposition, évidemment, de sanctions diplomatiques contre des diplomates, évidemment, américains. Le contraire aussi a été fait, et ça a provoqué une espèce de guéguerre. L'épisode, moi, qui me fait particulièrement
qui me rend particulièrement sensible, je te dirais, c'est Google. Et donc, du coup, toutes les entreprises qui avaient des liens, si tu veux, avec la Chine ont été obligées de se retirer, si tu veux, de se retirer, évidemment. L'exemple le plus simple, c'est que Huawei n'a plus le droit, depuis 2018, d'utiliser le système Android, qui est le système d'exploitation de la plupart des Oui. téléphones de nos jours. Et ne pouvait plus accéder, par exemple, au magasin d'applications de Google, donc le Play Store. Ça a fait que Huawei a dû développer en parallèle son propre système indépendant, un peu comme ils le font déjà avec la plupart des sites, donc les fameux Baidu, etc. Mhm. Les Russes ont la même chose avec Yandex, par exemple. Donc, ça a créé une espèce d'autonomie, un repli sur soi, évidemment, de la Chine qui peut être aussi un peu inquiétant aussi, qui va poser, évidemment, beaucoup de questions. Hein. L'affaire Huawei est loin d'être terminée, et je pense que son influence, elle va être, comment dire, elle va être proportionnelle à ce qu'on lui donne aussi. Hein. Tu vois, j'avais lu aussi que plus récemment, donc pendant la crise du Covid, Taïwan a décidé de cesser évidemment de ses relations aussi avec Huawei. L'exemple le plus prenant, c'est TSMC. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, JP. C'est le premier fabricant mondial de semi-conducteurs, donc toutes les micro-puces qui peuvent être, par exemple, dans une carte graphique ou dans une carte, un circuit imprimé, donc informatique. Euh, et c'est vrai que donc cette situation-là commence à être peut être compliquée effectivement pour Huawei. Donc, c'est des enjeux de pouvoir, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'était plus une introduction, tu veux, à un rappel des faits, si tu veux, de qu'est-ce qui se passe actuellement pour Huawei. Et c'est sûr que c'est un sujet où tu as tendance à le dire dans les épisodes où on va continuer à s'intéresser. Et moi, je vais continuer évidemment à m'y intéresser particulièrement parce que c'est loin d'être fini, cette affaire-là. Exactement. Puis, tu sais, si on peut rajouter un point rapide aussi, c'est qu'il y avait tellement un blocage au niveau des pays de l'Occident sur l'arrivée de ces fameuses tours et de cette fameuse technologie-là. Mais si vous regardez probablement autant proche de chez vous, par exemple en France ou même au Canada, les tours 5G de Huawei sont en installation. On n'en entend pas parler sans tambour ni trompette. Présentement, il y en a beaucoup, juste au Québec, par exemple, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont déjà été installés malgré tout, malgré ce blocage-là et le fait qu'on dirait que les gouvernements allaient bloquer tout. Il y a quand même l'implantation de l'infrastructure se fait quand même présentement. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est intéressant à voir entre ce qu'on voit dans les médias et ce qui se passe réellement sur le terrain. Il y a quand même une évolution assez drastique. On va se souhaiter, là, au final, que tout le monde puisse juste bénéficier d'une 5G et que nos données ne soient pas davantage utilisées qu'elles le sont déjà. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est à considérer. Le petit point qu'on peut rajouter, c'est toujours réfléchissez bien à qui et comment est-ce que vous utilisez vos informations personnelles. C'est peut-être la clé, encore une fois, là, pour l'avenir. C'est la richesse, je crois, qui est la plus importante pour l'ensemble du restant de nos vies respectives que les données personnelles. Ce n'est plus des biens physiques comme ce l'était à l'époque. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, dans vos poches. Parfait. Donc, cette semaine, on revient là, vers un concept, encore une fois, là, un peu plus de vulgarisation là, au niveau de la finance personnelle. Encore une fois, vous allez le voir, là, on va vous parler d'un concept qui est très finance de marché en tant que tel. C'est très lié au principe boursier, mais qui peut avoir, encore une fois, beaucoup de répercussions sur vos investissements personnels. Donc, je vais te laisser, Gab, faire l'introduction là, du concept d'aujourd'hui qui est le fameux VIX, qui, encore une fois, est un indice qu'on aurait pu parler bien souvent dans les derniers mois, mais qui présentement, on en parle quand c'est plutôt stable, ce qui est une bonne chose pour tout le monde et pour les poches respectives de tout le monde. Même si la semaine dernière a été une semaine un peu plus compliquée, je te dirais, sur les places boursières nord-américaines particulièrement. Je dois t'avouer, évidemment, les dernières annonces, évidemment, de l'administration Biden concernant les nouvelles réformes fiscales, l'anti-réforme fiscale de Donald Trump, en fait, c'est un espèce de retour en arrière encore plus Mhm. loin. C'était un peu comme si on t'avait mis une claque d'un côté et là, on te redonne un revers, mais beaucoup plus puissant. Hein, c'est un peu ça. Euh, c'est, comment dire, le VIX, tu l'as bien dit, JP, c'est un indice. Alors, je voudrais quand même qu'on reparle là-dessus parce que des fois, les gens comprennent mal hein, le concept d'indice. Est-ce qu'on peut acheter un indice? Et Thomas, si je me souviens bien de notre épisode justement sur les fonds indiciels, vous avez parlé, est-ce qu'on peut acheter un indice? Absolument. La réponse est non. C'est-à-dire qu'un indice, c'est un calcul mathématique essentiellement.
c'est un calcul de différents, de différents facteurs et qui vont être pondérés en fonction de choix de la personne ou de la personne qui crée l'indice. Et cet indice-là, le VIX, c'est tout particulièrement important, c'est que c'est un indice où vous ne pouvez pas acheter parce que par définition, il indique quelque chose, mais il n'indique pas, une valeur quelque part. C'est un calcul purement indicatif, je dirais. Exactement. N'a aucun lien avec également toute action liée à la propriété ou à une part de propriété au sein d'une compagnie. Là. C'est vraiment complètement indicatif et non représentatif encore une fois, de l'actionnariat. Voilà, et c'est plus un indice qui est utilisé effectivement à des fins, d'information. Ça fait partie, si tu veux, d'indices généraux que tu vas te donner pour, par exemple, prendre une décision de placement. Ça ne fera pas tout, je veux dire, c'est un indice, donc c'est-à-dire que c'est un facteur qui va être peut-être utile dans une prise de décision, mais évidemment, ne tout reposer sur le VIX me paraît évidemment être un jeu stupide, voire dangereux, quoi. C'est vraiment ça. Donc le VIX, c'est ça. Il est surnommé le Fear Index. Hein. C'est la façon la plus facile, évidemment, de le comprendre, effectivement, cet indice-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il représente, en fait, la volatilité implicite des actions, des options, pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une option, et j'en avais parlé, tu te souviens, sur l'épisode sur les lettres grecques, Mhm. euh, les options, elles ont une valeur qui est proportionnellement plus élevée, en fait, en fonction de la volatilité prévue dans les prochains mois, en fait, sur les marchés. Et si tu veux, la volatilité, en fait, on pourrait la définir effectivement comme la, le fait que tu aies votre courbe, donc par exemple, quand on parle évidemment des rendements boursiers, est-ce que, vos indices, ils montent très haut et ils descendent très bas, ou est-ce qu'ils sont beaucoup plus, plats, en fait, en termes de rendement? C'est ça la volatilité. Est-ce que il y a des soubresauts, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez plat? Effectivement, c'est un peu comme une vallée qui va descendre très doucement, effectivement, vers le lit d'une rivière, tu vois. C'est un peu ça. Euh, et ce qu'il faut, s'intéresser effectivement avec le VIX, c'est qu'il représente effectivement, alors le calcul complet, évidemment est un peu plus complexe. Hein. Je pense que JP, nous-mêmes, on ne sera pas en mesure de tout comprendre parce que Absolument. c'est un calcul assez complexe. Mais c'est vrai qu'il est utilisé effectivement comme ce fameux indice de la peur et souvent, d'ailleurs, on le voit complètement augmenter dans des périodes justement, où les marchés sont en déclin en fait. Absolument, absolument. Non, puis tu l'as bien dit, effectivement, au niveau de cet indice-là. Là, d'ailleurs, ça, c'est important de le mentionner. Là, c'est développé par le fameux CBOE, là, le Chicago, comment il l'appelle, Board effectivement, of là? Exchange. Board Options Exchange, exactement. Ouais. Officiellement, là, encore une fois, c'est ce qui est intéressant. Puis tu l'as bien dit, on en parle dans une période où c'est beaucoup plus stable. Mais à l'époque, si vous voulez voir une idée, encore une fois, de l'évolution et de la corrélation directe entre des événements de marché majeurs, que ce soit de marché ou même outre-marché. Là, on s'entend la pandémie, par exemple, au mois de mars, c'est un des très bons exemples. Lors de cette fameuse fin mars-là, où la folie commençait et on ne savait plus trop où est-ce que l'humanité s'en allait, le VIX était dans des. Si vous regardez, là, il est complètement inversement corrélé à la performance des marchés. Voilà. Plus spécifiquement, encore une fois, c'est très important de le mentionner, le VIX est quand même basé sur le S&P 500. Ça, c'est la base même à considérer. Là. Ce n'est pas, encore une fois, basé sur des marchés at large, c'est quand même basé sur les fameuses 500 plus grandes capitalisations boursières américaines, ce qui, en général, on l'a déjà dit bien souvent, je crois, là, mais quand même assez représentatif des tendances des marchés mondiaux, là. Même si ce n'est pas exactement parfait, mais la corrélation est quand même assez forte. Donc, effectivement, c'est inversement proportionnel. Donc, dans un contexte, comme tu l'as dit, Gab, où les marchés vont être plus tranquilles, le VIX va avoir une tangente, par exemple, à être beaucoup plus stable, mais vers le bas, alors qu'à l'opposé, les rendements d'un indice sur le S&P 500 va être à la hausse à peu près de manière équivalente. Donc, souvent, les hausses et les chutes vont être simultanées à peu près et vont être encore une fois de proportions fort similaires de par le fait, comme tu le dis, que le VIX est basé sur un calcul. Ce n'est pas basé sur les cours réels, mais c'est vraiment basé sur un calcul, ce qui fait en sorte que c'est quand même assez facile d'avoir une représentativité proportionnelle au niveau des hausses et des chutes respectives là, par rapport au S&P 500. Tu l'as Euh, bien, tu l'as bien dit, JP, puis le fait que ce soit effectivement un- quelque chose qui soit corrélé négativement, c'est vrai que ça, c'est la grande force en fait du VIX, c'est qu'il peut être utilisé par conséquent en fait pour effectuer justement
quand tu es en tant qu'investisseur institutionnel, évidemment, je ne vais pas parler de monsieur et madame tout le monde, parce que c'est vrai Absolument. que c'est un peu compliqué. Comme vous ne pouvez pas investir dans le VIX, il existe quand même des ETF, encore une fois, de VIX, Absolument. mais on avait regardé, puis on en avait parlé ensemble. Les frais sont très élevés parce que la réplication, si tu veux, du VIX est beaucoup plus complexe. Elle passe par des produits donc dérivés, donc des produits beaucoup plus spécialisés, et ce qui fait que c'est de la gestion active, donc beaucoup plus complexe et coûteuse, hein, le cas Exactement. échéant. Parce que la base de tout ça, comme tu l'as dit, c'est des produits dérivés qui ont des maturités, ce qui implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion au niveau de l'évolution des prix de l'actif qui est sous-jacent, encore une fois, à ce ETF-là, par rapport à des ETF qui sont basés uniquement sur des titres ou des stocks ou des équités classiques qui, elles, n'ont pas forcément de maturité. Donc, ça aide beaucoup, les frais sont beaucoup moindres de gérer un ETF qui suit des titres que de gérer un ETF sur le VIX qui suit effectivement des maturités, par exemple, de futurs, là, qui sont périodiques souvent aux 3 mois, par exemple. C'est ça. Et la question aussi est la liquidité. C'est que souvent, ce sont des produits financiers qui sont où il y a moins de liquidité, si tu veux, il y a moins d'offres et il y a moins de demandes, ce qui fait que souvent, on va payer toujours un peu plus cher, si tu veux, pour acheter ce genre d'outils. Mais c'est vrai que c'était pertinent, effectivement, tu l'as bien dit, JP, donc à travers ces produits un peu plus complexes, donc ces produits dérivés, ça permet effectivement de faire de la couverture, effectivement, de risque. Ça peut permettre, si tu veux, par exemple, quelqu'un qui possède simultanément, par exemple, un, je te donne un exemple tout simple, un portefeuille équilibré avec plein de stocks dedans, bah, il pourrait se dire, écoute, j'ai peur des aléas, si tu veux, dans les prochains mois, j'ai peur de la hausse de la volatilité, bah, j'irai peut-être acheter, par exemple, un VIX, par exemple, via, par exemple, un produit dérivé. Donc, ça peut être, Exactement. on appelle ça de la couverture ou du hedging en anglais. Donc Absolument. ça peut être utile, effectivement, pour, justement, pour contrer les risques, effectivement, des marchés. Et Exactement. c'est ce qui rend, comment dire, ce produit, cet indice en tout cas fascinant. Après, moi je dirais malheureusement son plus gros défaut, si tu veux, pour le petit porteur, c'est sa complexité. C'est que, encore une fois, sa valeur, donc la valeur de l'indice dépend de la valeur des options sur le S&P 500. Il faut déjà comprendre effectivement ce mécanisme-là, effectivement, pour aller évidemment choisir évidemment d'aller sur une stratégie avec du VIX. Exactement. Mais des personnes, tu l'as dit, un bon exemple, c'est de dire que plusieurs personnes vont détenir peut-être pas directement un ETF qui, par exemple, suit le S&P 500, mais plusieurs personnes qui détenaient plusieurs grandes corporations américaines, par exemple, dans leur portefeuille lorsque la pandémie a commencé, auraient pu décider effectivement d'aller investir un peu d'argent au niveau d'un ETF sur le VIX, ce qui aurait permis d'aller couvrir, encore une fois, la chute drastique que la valeur globale, par exemple, du S&P 500 a connue vers la fin du mois de mars avec un investissement dans le VIX parce que le VIX, à ce moment-là, comme on l'a dit, c'était inverse, c'était en grande croissance. Donc, en termes de couverture, encore une fois, puis tu l'as bien dit, quelque chose qui est très intéressant, quelque chose qui, par exemple, même moi, j'aurais pu très bien dire, ah, j'aurais vraiment trouvé ça intéressant de faire ça. Est-ce que je l'aurais fait? Probablement pas. Donc, c'est toujours ça qu'on vous dit. Là. Le VIX, c'est l'investissement dans le VIX par des fonds négociés en bourse ou des ETF en anglais. Là. C'est quelque chose qui est faisable. C'est quelque chose que n'importe qui peut le faire lorsque vous gérez vos fonds par vous-même. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on va réellement vouloir faire par nous-mêmes? Pas vraiment. Personnellement, je ne le ferai pas. Est-ce qu'on aurait une crise économique demain matin et je suis exposé, par exemple, sur le S&P 500? Je me dirais, ah, écoute, je vais vraiment profiter là, lundi matin, je vais investir sur le VIX. Probablement pas. Je vais, encore une fois, ça va perdre de l'argent pendant quelques temps, ça va remonter un jour, tout va bien se passer. C'est un peu ça ma mentalité. Là, je ne vais pas aller me faire une petite stratégie de couverture maison, mais je pense que le point clé, c'est de dire, au-delà de faire ça pour vous-même, pour vos propres actifs financiers, par exemple, c'est de dire, ben, c'est un des indices que quand vous allez entendre parler de tout ça, par exemple, dans les revues ou les journaux ou les nouvelles, peu importe, financières que vous regardez, quand vous allez voir le VIX et l'évolution du VIX, c'est très intéressant. C'est un bon indice pour vous de savoir justement qu'est-ce qui se passe dans les marchés sans être hyper assidu au niveau des nouvelles, sans faire de la lecture sur les XY grandes nouvelles de la semaine, par exemple, pour rester à chaque jour au courant ou périodiquement sur les résultats périodiques, par exemple, des compagnies que vous suivez. Le VIX, c'est quand même un très bon indicateur de où est-ce que s'en vont les marchés de manière Ouais, globale. puis pour vous donner effectivement des bornes, tu m'excuses, je suis désolé de t'avoir interrompu, JP. Euh, un VIX, comment dire, et puis vous pouvez le regarder effectivement avec il y a un ticker qui s'appelle VIX, hein, c'est pas plus compliqué. Euh, une volatilité qu'on dit faible, effectivement, c'est en dessous de 20. Souvent, c'est quand le VIX est inférieur à 20%, c'est plutôt, comment dire, des bonnes nouvelles.
Quand le VIX, en revanche, est supérieur, comment dire, à 25, c'est là que les problèmes commencent à se poser. C'est-à-dire que là, oulala, soit on a eu une journée où il y a eu énormément une liquidation, donc on appelle un sell-off, donc c'est-à-dire une journée où il y a eu beaucoup de ventes sur les marchés, ce qui font que les prix baissent. Hein. Encore une fois, la bourse, on ne le visualise pas, mais c'est une place de marché. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, puis cette bourse met en relation ces deux personnes-là. Quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, c'est sûr que les marchés tombent. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les marchés montent. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est vrai que le VIX, effectivement, il permet de se donner effectivement un état d'idée. Est-ce que cette journée-là est particulièrement inquiétante? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est cette vision aussi future qu'offre le VIX. Comme encore une fois, il se base sur une volatilité implicite. Il permet effectivement aux investisseurs de se donner une idée sur la volatilité future, effectivement, auquel ils peuvent s'attendre. Et c'est ça qui est passionnant et pertinent, si tu veux, avec cet indice-là. Encore une fois, je me répète, et tu l'as bien dit, JP, il ne peut pas être à l'usage de n'importe quel investisseur. C'est quelque chose qui est à usage effectivement plus professionnel ou à un usage indicatif, simplement. Exact. Donc, c'est un peu le but là, de notre concept. Encore une fois, basé sur un retour aux sources, là, sur le fait de faire un peu de vulgarisation d'un concept qu'on aime bien. Encore une fois, je crois que tu l'as bien sommarisé. C'est même l'utilisation, je crois, dans toute ma vie que j'ai fait du VIX. C'est encore une fois à titre informatif. Là. Donc, j'ai toujours suivi ce qu'il en était. Je suis toujours intéressé. Encore une fois, moi, ce que j'aime, et on le dit souvent là, quand on mentionne de faire vos recherches, de vous questionner et de lire par vous-même, quand je vois que le VIX a des variations qui sont quand même assez notoires, par exemple, dans un bulletin de nouvelles, Oui. là, ça va m'intéresser à aller faire un petit tour, par exemple, sur Yahoo Finance ou sur CNN Business, par exemple, et de regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé au niveau des marchés pour qu'on se retrouve avec un VIX qui a bougé ainsi. Donc, encore une fois, utilisez-le dans les balises qui vous convient. Et encore une fois, ne prenez pas encore une fois de stratégie épouvantable sur un indice qui, encore une fois, est un calcul et non, comme tu l'as dit, là, littéralement un suivi direct. Et un calcul qui lui-même est volatile, tu comprends? C'est ça qui est Absolument. aussi qui est très volatile par rapport à un indice de marché qui, comme est basé sur des fondamentaux, évidemment, a une courbe de rendement qui est bien différente que quelque chose qui est purement calculatoire, évidemment. Là. Absolument. Excellent. Donc, sur ce, je crois que c'est ce qui va conclure là, ce nouvel épisode du podcast État financier. Donc, merci à nouveau pour votre écoute. Je vais te laisser, là, Gab, faire le mot de la fin classique là, pour nous lancer vers la semaine prochaine. On vous remercie pour votre écoute et votre constance. N'oubliez pas de partager notre vidéo si ça vous a plu ou le podcast, la version audio, donc sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast et j'en passe. Et à mettre un pouce bleu maintenant sur YouTube pour améliorer évidemment le référencement. Et n'hésitez pas à vous en parler évidemment du podcast à vos amis, à vos proches, etc. Si vous pensez qu'ils sont intéressés effectivement par l'actualité financière. C'est la meilleure façon de nous encourager. Et puis en tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.